Personne ne l'imaginait, mais la rencontre entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi a bel et bien eu lieu ce mercredi matin au Palais de la Marina. Cette rencontre intervient quelques jours après le retour au pays de l'ancien président qui était absent du Bénin depuis près d'un an. Les ministres du gouvernement du Bénin ont tenu leur traditionnel conseil ce mercredi. Vous suivrez le point de la séance dans ce journal. Et puis au Soudan, des putschistes auraient tenté de prendre le contrôle des bâtiments des médias. Les responsables de ce coup seraient les proches de l'ancien président Omar El-Béchi. Et voilà pour le sommet, le développement est à suivre absolument. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Speedline TV. Sur 13h, je l'annonçais en titre, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 22 septembre 2021 sous la présidence du président Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, parmi lesquelles nous pouvons citer l'homologation des prix de la cession des intrants et d'achat de coton-graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2021-2022. Suivons ici un extrait du compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Au terme des concertations avec les professionnels de l'Association interprofessionnelle du coton, tenue en juin 2021 pour faire le bilan de la campagne cotonnière 2020-2021, il a été convenu d'arrêter les prix de cession des intrants aux producteurs comme ci-après. Engrais, toutes catégories confondues, 240 francs CFA le kilogramme, soit 12 000 francs CFA le sac de 50 kg. Insecticides coton, 3 500 francs CFA le flacon pour le traitement d'un demi-hectare. Herbicides totaux, 3 500 francs CFA le litre. Herbicides sélectifs, 5 000 francs CFA le litre. Herbicides sélectifs précoces, 7 000 francs CFA le litre. Par ailleurs, les mêmes acteurs se sont accordés sur les prix d'achat net à payer aux producteurs au titre de la campagne 2020-2021. Ceci se présente ainsi qu'il suit. Coton graines conventionnel. Premier choix, 265 francs CFA le kilogramme. Deuxième choix, 215 francs CFA le kilogramme. Coton graines biologique. Premier choix, 318 francs CFA le kilogramme. Deuxième choix, 268 francs CFA le kilogramme. En ce qui concerne les prélèvements pour les fonctions critiques, ils s'élèvent à 13 francs CFA par kilogramme de coton graines contre 10 francs CFA auparavant, traduisant ainsi l'option des acteurs de la filière d'investir davantage dans la recherche. Quant au prélèvement destiné aux réserves stratégiques, il représente 5 francs CFA par kilogramme de coton graines. Prenant acte de ce que ces niveaux de prix et de prélèvement ont été retenus d'accord partis et dans le but de motiver les producteurs à améliorer les rendements afin que notre pays maintienne son rang de leader continental en matière de production cotonnière, le Conseil a marqué son accord pour leur homologation. C'est l'événement au Bénin. À la surprise générale, le président Patrice Talon a reçu en audience son prédécesseur Thomas Boni Yayi ce mercredi au Palais de la Marina. Les deux personnalités se sont plus revues depuis 2016, mais c'est dans une ambiance cordiale que s'est déroulée la rencontre. Ouma Adéandjou pour le point. C'est dans cette ambiance cordiale que le président Patrice Talon et son prédécesseur Boni Yayi se sont retrouvés alors qu'ils ne s'étaient pas vus depuis 2016. On les savait en froid, mais à l'issue du tête-à-tête entre les deux hommes, l'atmosphère était plutôt détendue et le président Talon a exprimé sa grande joie de revoir son prédécesseur. Plaisir pour moi et je voudrais prendre le temps de savourer ce plaisir-là. Revoir le président Boni Yayi ici même, en ces lieux, qui garde son action en mémoire. Le président Boni Yayi a passé 10 années ici, au service de notre pays. Et vous imaginez quel est mon plaisir et l'honneur que j'éprouve en le recevant ici. L'ancien président Boni Yayi, à la suite du président Talon, a pris la parole pour livrer la substance de l'échange eu avec son successeur. Il a parlé de paix, de réconciliation et du peuple béninois. Nous avons convenu, au terme de discussion, que la décrispation politique est indispensable. Je crois qu'il a indiqué. À la paix durable dans notre cité commune afin d'assurer
notre vivre ensemble, la concorde et la cohésion nationale. Beaucoup croient qu'il y a un problème profond. Talon Yahi. Non. Je suis venu, je crois que le président lui-même le sait. Compte tenu de tout ce qu'on s'est dit. Il n'y en a pas. De profond, il n'y en a pas. Le président Boni Yahi a également plaidé pour la libération des prisonniers politiques et des exilés politiques. J'ai souhaité qu'il mette fin, ou qu'il soit mis fin, le français se dit, aux arrestations politiques et d'opinion pour permettre à tous nos compatriotes réfugiés, notamment dans les pays voisins, de rentrer chez eux. Le point suivant, le point B, est de libérer les détenus politiques, dont, entre autres, nos compatriotes, par exemple, Madame la ministre Rekia Madougou, Joël Laïvo, qui ont été des candidats recalés à la dernière présidentielle. Bien évidemment, le cas de nombreux jeunes en souffrance dans nos prisons ne nous a pas échappé. Puis, je lui ai dit, j'ai souhaité qu'il puisse dans l'arsenal institutionnel dont il dispose, et il en a, il dit bien, j'ai souhaité dans les meilleurs délais, n'est-ce pas, le retour de ces exilés politiques dans la mère patrie, de tous ces exilés politiques condamnés ou non. Boni Yahi a également souhaité que le président Talon organise une rencontre périodique entre lui et ses prédécesseurs, ainsi que d'autres sages. Pour beaucoup de Béninois, la rencontre de ce mercredi au Palais de la Marina a été une énorme surprise et cela est interprété comme un signe d'apaisement entre les deux hommes. Un tour à Porto Novo à l'hémicycle, le président de l'Assemblée nationale a reçu ce mercredi une délégation de parlementaires du Sénat français. La rencontre s'inscrit dans la droite ligne du projet de restitution des biens culturels au Bénin par la France et la coopération entre les deux pays pour la lutte contre le terrorisme. Reportage. Une délégation du groupe d'amitié France-Afrique de l'Ouest du Sénat français en visite au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Deux étapes ont marqué la rencontre qui s'inscrit dans la droite ligne non seulement de la concrétisation du projet de restitution des biens culturels au Bénin par la France, mais aussi la coopération entre les deux États, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Cette restitution a été votée au Sénat à l'issue d'une discussion de fort bonne tenue. Initialement, ça devait d'ailleurs se faire avant la fin de l'année 2021, mais comme il y aura encore à l'initiative du Bénin deux importantes manifestations de ces trésors royaux à destination du public français, cette restitution a été reportée de quelques semaines. Et naturellement, nous en aurions profité pour faire un point sur la situation de nos relations de façon globale, mais surtout aussi afin que l'on puisse échanger sur la situation sanitaire d'abord dans nos pays respectifs, situation sécuritaire dans nos pays respectifs, et voir comment on pouvait éventuellement conforter l'excellence de nos relations sur le plan économique. Alors le président de l'Assemblée, bien entendu, qui est également président du groupe d'amitié ici à l'Assemblée nationale entre le Bénin et la France, a été, je crois pouvoir le dire, sensible à notre déplacement. La séance de travail avec les députés, membres de la Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité de l'Assemblée nationale est la seconde phase de la rencontre. Vraiment, ça a été une séance de donner et de recevoir très riche. Et dans les jours à venir, je pense que notre commission entend formaliser les relations entre les deux pays. Et je pense qu'ils nous ont envoyé un projet. Les deux commissions vont échanger, nous allons étudier. Et je pense qu'avec l'appui de notre président, du président de l'Assemblée nationale, on pourra quand même signer, pourquoi pas, un protocole d'accord de coopération
entre ces deux commissions, ces deux institutions. Le groupe d'amitié France de l'Afrique de l'Ouest couvre 16 pays. Il constitue ainsi le plus important sur le plan géographique du Sénat français. Un mercredi très chargé pour le président Louis Vlavono qui a reçu également en audience une délégation de Speak Up Africa. Avec l'autorité parlementaire, ils ont échangé autour de la question liée à la santé publique. Suivons ici les réactions à la sortie d'audience. Comme vous le savez, le paludisme, cette endémie-là, fait ravage au Bénin et en Afrique. Et donc, aujourd'hui, nous, en tant qu'organisation spécialisée dans le plaidoyer autour des questions de santé publique, nous travaillons avec le groupe Ecobank sur un programme, sur une initiative phare dénommée « Zéro palu, les entreprises s'engagent ». Et c'est à ce titre que nous sommes venus voir le président de l'Assemblée nationale avec le soutien de notre champion national, l'honorable Akena Tondé, afin que nous puissions ensemble porter le plaidoyer pour, d'une part, la priorisation donc, au niveau donc, de nos gouvernants de cette lutte-là, mais également que nous voyons avec le Parlement comment est-ce que nous pouvons donc travailler à ce que la mobilisation de ressources nationales soit plus accrue. Alors, je peux vous dire que le président de l'Assemblée nationale nous a très bien reçus. Il nous a prodigué avant tout de sages conseils. Il nous a félicités, il nous a encouragés donc, dans cette lutte-là. Espérer des résultats à la mesure de ce que représente cette maladie qu'est le paludisme dans notre continent. C'est pour ça que le secteur privé, réuni autour du groupe Ecobank, est en train de s'engager pour accompagner la lutte à travers aussi la mobilisation de ressources privées afin de contribuer efficacement à éliminer le paludisme, à atteindre l'objectif zéro paludisme à l'horizon 2030. On reste à l'hémicycle avec le président de l'Assemblée nationale qui a reçu en audience l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin. À la tête de la délégation, le président de l'Ordre, Aimé Paul Goncalves. À la sortie d'audience, il est revenu sur la substance des échanges avec le président de l'Assemblée nationale. Reportage. C'est d'abord une visite de courtoisie et également ceci nous a amené à comprendre vraiment son dynamisme, donc la célérité qu'il accorde aux dossiers qui lui sont envoyés. C'est un cas très particulier et nous tenons à le remercier pour cela. Bon, donc nous avons eu à lui présenter la corporation constituée d'architectes et d'urbanistes et nous avons également signalé donc, au président donc, de l'Assemblée que nous venons de finir le toilettage de notre décret et donc, qui date du 1er novembre 1983. Donc, comme vous le savez, c'était des architectes et des urbanistes qui étaient ensemble, donc qui travaillaient. Donc, et l'UOMOA a incité que les architectes et les urbanistes ils s'occupent chacun donc, de leur domaine. Le président de l'Assemblée nous a vraiment donné satisfaction à travers les réponses qu'il a eu à donner et on a été très surpris de comprendre qu'il connaît très bien le monde des architectes et des urbanistes et qu'il n'a pas ménagé donc, ces efforts pour nous dire qu'il nous assistera. À l'initiative du président de la République, Patrice Talon, les maires et les divers acteurs du secteur de la décentralisation ont tenu une séance de travail au Palais des Congrès de Cotonou. L'objectif de cette rencontre a été d'apprécier le document dénommé « Projet de réforme structurelle du secteur de la décentralisation ». Reportage. Le projet de réforme structurelle de la décentralisation a été au cœur des débats entre les acteurs présents ce mardi au Palais des Congrès de Cotonou, en présence du chef de l'État, Patrice Talon. La proposition de la réforme qui confie désormais le pouvoir d'ordonnateur du budget au secrétariat exécutif à polariser les attentions. La question qui me tient beaucoup à cœur, je ne sais pas s'il faut revenir là-dessus, je tiens quand même à le dire. On dit un budget est un instrument politique.
le maire, s'il ne suit pas son budget, s'il ne règle pas son budget, s'il n'exécute pas son budget, il ne serait pas tellement un homme politique. Je le dis parce que nous sommes sur le terrain. Et puis, vous avez dit plus loin qu'il y a les techniciens. Qui est technicien ici? Qui est technicien? Il n'y a pas de technicien. Si vous prenez technicien aujourd'hui, vous dites qu'il est SE technicien. Il fait quelques années, 2 ans, 3 ans avec vous sur le terrain, dans la commune, immédiatement il devient un homme politique. Vous allez lui dire de faire de poser tel acte, il va s'opposer à vous. Parce qu'il n'est pas de votre bord. Parce qu'il ne soutient pas vos idées. Parce que peut-être les agents qui sont avec vous, ou bien avec qui vous travaillez, peuvent aller travailler le SE contre vous. C'est ça la question. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas, si on est au bureau, peut-être on ne maîtrise pas les données. On ne maîtrise pas les données. Il faut nous remettre notre budget. Si vous enlevez le budget, vous avez vidé le maire qui est un organe aussi de son contenu. Parce qu'on va dire au village, mais lui, il n'a plus rien. En réponse au maire de Komassé, qui a exprimé au nom de certains de ses pairs des inquiétudes sur ce point important, le président Patrice Talon, sans langue de bois, a dans une démarche pédagogique exprimé son point de vue. Le maire de Komassé a dit ce que tout le monde pense. Puisque quand il a parlé, beaucoup ont applaudi dans la salle. C'est un cri de cœur légitime. J'ai fait campagne, présenté un projet de société, j'ai été élu. Je vais mettre en œuvre ma vision, ma politique. Et puis on me retire le budget. On dit que c'est quelqu'un d'autre qui va exercer, sera ordonnateur de budget. Laissez-nous notre budget. Mais ce cri de cœur justifie la pertinence de la réforme. Parce qu'il a dit ça, où est-ce qu'il est, monsieur le maire de Komassé? Parce que vous avez dit ça là. Aujourd'hui, ça prouve que, avant de quitter ici, il faut qu'on valide. Ah oui. Moi, ça m'a beaucoup plu quand il a dit ça. Oh, j'étais satisfait et dit, voilà, on a touché du doigt le problème. On a mis le doigt sur ce qu'il faut faire. Monsieur le maire, moi j'ai été élu, la deuxième fois, élu président de la République. J'ai jamais été tenté de changer la Constitution pour devenir ordonnateur. Je ne suis pas ordonnateur du budget national. Ce n'est pas moi qui signe les chèques. Le ministre des Finances est mon chef en matière de budget, d'exécution de budget, en matière de ressources financières. Le ministre des Finances, c'est mon chef. C'est parce que c'est comme ça. Et aujourd'hui, nous avons choisi de vivre selon les règles modernes de gestion qui ont fait leur preuve et qui font que nous voulons nous développer comme le monde entier aujourd'hui. Ces règles modernes de gestion requièrent qu'il ne faut pas laisser tous les pouvoirs dans les mains d'une même personne. Une aube nouvelle s'annonce donc dans l'ère de la décentralisation au Bénin, et ceci grâce à la vision éclairée et au leadership du président Patrice Talon. Le président de l'Association des communes du Bénin, Lucas Troko, a procédé ce mercredi 22 septembre 2021 au lancement officiel de l'atelier bilan du projet de planification familiale et plaidoyer. C'est un projet qui vise à mobiliser et accompagner les communes béninoises dans l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie et d'une politique de planification familiale. La séance a connu la présence de plusieurs acteurs de la santé et des affaires sociales. Reportage William Fernando et Romaric Dossa.
Organiser et entretenir une synergie d'action favorable à l'émergence de la planification familiale et ensuite plaider auprès du gouvernement pour l'amélioration du cadre législatif, institutionnel et réglementaire et pour la mise à disposition des communes des ressources subséquentes pour le financement des activités de planification familiale. Ce sont entre autres objectifs de cette rencontre initiée par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Ceci dans le but de promouvoir la planification familiale dans nos villes. En réalité, la problématique est de savoir si mes revenus, mes moyens me permettent de vivre décemment et d'offrir une bonne éducation à mes enfants. Si la réponse à cette question elle est oui, donc j'ai réussi à faire ce qu'on appelle la planification familiale. Tant que je ne réponds pas oui à ces différentes questions, je dois savoir que j'ai des besoins non satisfaits. Ça veut dire que je n'ai pas réussi à adapter mes revenus à la taille de ma population. Et je pense que depuis un certain nombre d'années, sinon 50 ans que l'ABPF intervient dans ce domaine, il y a longtemps nous avons compris que rien ne peut se faire sans une mobilisation nationale. C'est pour ça que l'engagement de l'Association nationale des communes du Bénin dans ce domaine est à saluer. Des résultats satisfaisants ont été enregistrés par l'ANCB au cours de ses activités dans les communes. Luc Seton-Yatroko, le maire de Cotonou et président de l'association, nous étale quelques-uns. Au nom des résultats obtenus par le projet, 64 000 personnes ont été sensibilisées au lieu des 50 000 indiqués. L'engagement des élus communaux, des autorités traditionnelles et religieuses a été renforcé dans la promotion de la planification familiale au Bénin. Une synergie d'action existe désormais entre les acteurs de la mairie, du centre de promotion sociale, du médecin communal ou des zones et des OSC autour des questions du droit en santé sexuelle et reproductive sur le territoire des communes bénéficiaires du projet. Le projet a également permis à l'ANCB d'être plus visible sur les questions de droit en santé sexuelle et reproductive au Bénin. Ces résultats sont pour nous un motif de satisfaction et le mérite revient principalement aux autorités des 5 communes bénéficiaires que sont Cotonou, Dobo, Makeri, Niki et Ouessé. C'est parti pour 2 jours de travaux. La rencontre a aussi connu la participation de plusieurs leaders religieux. Une belle occasion de partage d'expériences pour réduire de manière considérable la pauvreté à travers la promotion de la planification familiale dans nos villes. En interactualité, plusieurs dirigeants africains se sont exprimés à New York dans le cadre de la 16e Assemblée générale de l'ONU. Ils ont évoqué à la tribune des Nations Unies divers sujets qui vont de la démocratie à la lutte contre le terrorisme, passant par la distribution équitable des vaccins anti-Covid. Reportage. L'Afrique a eu voix au chapitre à la tribune de la 76e Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président en exercice de l'Union africaine, le Congolais Félix Tshisekedi, a sollicité le soutien de l'ONU concernant la lutte contre le terrorisme sur le continent, alors que le Rwandais Paul Kagame a une nouvelle fois plaidé pour l'inclusion vaccinale. Nous pouvons et devons faire davantage pour accélérer la distribution des vaccins en Afrique. Cela profitera au monde entier. Les mesures positives prises par divers partenaires et entreprises en vue de renforcer les capacités locales de fabrication de vaccins sont également très appréciées. Pour sa première à la tribune des Nations Unies, le Zambien Hakainde Hichilema a souligné la nécessité pour la communauté internationale de promouvoir les valeurs démocratiques dans les pays en développement. Il est de notre devoir et en fait de notre responsabilité à tous dans la communauté démocratique mondiale de faire fonctionner la démocratie pour tous nos peuples. Nous pouvons le faire en apportant les dividendes de la démocratie par l'accélération du développement économique, la distribution équilibrée des ressources entre nos peuples et l'accès de nos populations aux opportunités d'une vie meilleure. Si l'année dernière la rencontre était essentiellement virtuelle, cette fois, elle se déroule en format hybride avec la présence à New York
de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Au Burundi, en 2 jours, des attaques à la grenade contre un bar, un marché et un arrêt d'autobus ont fait au moins 4 morts et une centaine de blessés. Ces attaques ont eu lieu alors que le président burundais est en déplacement à New York au siège de l'ONU. Le Premier ministre a promis de faire lumière sur cette série d'explosions. Reportage. Au Burundi, le Premier ministre a promis de faire toute la lumière sur la série d'explosions qui touche la capitale, Bujumbura. En 2 jours, des attaques à la grenade contre un bar, un marché et un arrêt d'autobus ont fait au moins 4 morts et une centaine de blessés. Je venais de finir de me raser le crâne quand j'ai vu des gens courir partout. Je me suis déplacé lentement car les gens autour de moi paniquaient. Puis j'ai vu un blessé, d'autres étaient évacués à l'hôpital et j'ai vu l'endroit où la grenade a explosé. Samedi soir, une autre attaque revendiquée depuis par le groupe rebelle Red Tabara avait visé l'aéroport de Bujumbura avant le départ pour l'ONU à New York du président Évariste Ndayishimiye. Direction Soudan à présent, où à l'aube du mardi 22 septembre 2021, des putschistes auraient tenté de prendre le contrôle des bâtiments des médias d'État. Selon les autorités soudanaises, les responsables de ce coup seraient des proches de l'ancien président Omar el-Béchir. Ils auraient été arrêtés et la situation serait maîtrisée. Reportage. Au Soudan, une tentative de coup d'État menée par des officiers liés à l'ancien régime a été avortée ce mardi. À l'aube, des putschistes auraient tenté de prendre le contrôle des bâtiments des médias d'État. Selon les autorités, les chefs du complot ont été arrêtés et la situation serait maîtrisée. Ce qui s'est passé est un coup orchestré par des partis à l'intérieur et à l'extérieur des forces armées, qui est une extension des tentatives des restes de l'ancien régime pour faire avorter la transition démocratique civile. Nous allons prendre des mesures immédiates pour fortifier la transition et démanteler le système du 30 juin qui constitue toujours une menace pour la transition. Cette tentative de coup d'État ne serait pas le premier à viser le gouvernement de transition formé après l'éviction en 2019 de l'ancien président Omar el-Béchir. L'ancien chef d'État est actuellement jugé pour sa participation au putsch de 1989 qu'il avait mené au pouvoir. Depuis 3 jours, des manifestants bloquent des routes et le principal port du pays pour dénoncer un accord de paix historique signé en 2020 avec les rebelles. Des tensions exacerbées par la crise économique qui secoue le Soudan. Ils nous ont toujours fait des promesses. Et la dernière fois qu'une délégation du gouvernement est venue s'asseoir avec nous, ils ont convenu que nous avions des vraies demandes et que le gouvernement central répondrait à nos questions et résoudrait nos problèmes. Nous avons alors débloqué les routes et attendu leur réponse. Mais ils n'ont jamais tenu leurs promesses. Les gens ont été obligés de bloquer les routes, mais cette fois c'est définitif. Soit vous résolvez nos problèmes, soit nous continuons le blocage des routes. Dénonçant le coup de force, le puissant chef paramilitaire Hemeti, ancien du régime el-Béchir, a pour sa part renouvelé son soutien à la transition démocratique. À la suite de ce coup d'État manqué, le chef de l'armée du Conseil souverain s'est rendu au campement militaire soupçonné d'avoir été le point de départ de la fronde. Le général Abdel Fattah a appelé à l'unité de toutes les forces vives du Soudan. Reportage. Le général Abdel Fattah Burhan tente de rassurer après l'échec du coup d'État initié par une frange de l'armée soudanaise. Le président du Conseil de souveraineté a lancé mardi un appel à l'unité. Nous ne remettrons pas le Soudan à un parti inconnu. Nous ne le remettrons pas à des forces inconnues. Nous voulons remettre ce pays entre les mains des forces nationales qui veilleront à sa sécurité, à sa sûreté et à son unité, ainsi qu'à son peuple, dont nous nous soucions tous maintenant et dont nous ne cherchons qu'à améliorer les conditions. Nous gardons l'espoir que nous finirons par nous unir en tant que forces civiles et militaires pour construire le Soudan dont rêvent nos enfants. 2 ans après la chute de l'ex-président Omar el-Béchir, les Soudanais rêvent de démocratie dans un contexte économique morose.
Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés au son de la musique militaire à la radio et à la télévision. Nous avons été surpris par l'action d'un groupe de soldats cherchant à prendre le pouvoir. En tant que citoyen soudanais, je rejette totalement cette voie. Nous voulons la démocratie, car notre pays est maintenant stable. Au vu de la situation économique du pays, de l'effondrement actuel et du chaos sécuritaire, voir quelqu'un annoncer prendre le contrôle du pays au nom d'une tribu alors que le gouvernement ne peut rien faire, rend la population sceptique. Selon les autorités soudanaises, les putschistes appartiendraient à l'unité des blindés de l'armée. Plusieurs officiers de haut rang et de civils ont été arrêtés. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci également de rester fidèle au programme de Speedline TV. N'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre sur nos différentes plateformes digitales, également sur le www.speedlinetv.com en replay. Merci et bon appétit à vous.